Merci d'être avec nous sur les antennes de la télévision Burkina Info. Mesdames et messieurs, salut à tous et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de l'émission Le Grand Déballage. Tout le plaisir est pour nous de recevoir aujourd'hui le chef de la diplomatie burkinabé, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Burkinabés de l'extérieur. C'est sa première, je dirais, grande interview télé qu'il donne depuis qu'il est à la tête de la diplomatie burkinabé. Monsieur Alpha Bari, salut à vous et bienvenue. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Burkina Info. Alpha Bari, ministre des Affaires étrangères, ça a été l'une des grandes surprises du président Roch-Marc Christian Kaboré. Comment vous avez appris votre nomination? Oh, non, j'ai appris à la radio comme tout le monde la lecture du décret le matin. Vous n'avez pas été consulté auparavant? Vous n'avez pas eu un coup de fil du Premier ministre? Si, quand même. Quand même. J'ai été consulté à la fois par le président du FASO et par le Premier ministre. Voilà, qui m'ont expliqué les enjeux qu'il y avait, avec une insistance particulière sur les Burkinabés de l'extérieur, notamment le vote de ces Burkinabés de l'extérieur. Est-ce que vous avez hésité à un moment donné avant d'accepter cette nomination? Vous vous êtes dit, je vais à la tâche parce que c'est mon pays qui m'appelle? Non, j'ai pas hésité parce que, bon, en tout cas, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que j'ai accepté. Parce que je me suis dit j'allais avoir l'occasion d'apporter quelque chose. Bon, j'avoue que la diplomatie, c'est quelque chose à laquelle je me frottais depuis ces 5 dernières années, étant conseiller spécial du président Alpha Condé. Mais là, cette fois-ci, c'était de façon plus formalisée, j'allais dire. Mais surtout le fait que j'allais travailler aussi pour mon pays, il y avait beaucoup plus d'enthousiasme à le faire. Votre nomination est l'une des plus, je dirais, commentées de ce gouvernement, donc de Paul Kabatieba. Quel est le retour que vous avez eu même de vos proches, de votre entourage par rapport à cette nomination? Est-ce que certains vous ont dit qu'il ne fallait pas accepter cette nomination? Ce défi était trop élevé pour vous éventuellement? Non, je n'ai pas entendu ça, que ce défi était trop élevé. Ça ne peut pas venir de mes proches parce que mes proches, ils me connaissent. C'est peut-être ceux qui ne me connaissent pas qui faisaient des spéculations. Sinon, bon, moi, il n'y a pas grand-chose qui change pour moi, en dehors du fait que, je vous dis, je travaille pour mon pays, en dehors du fait que c'est dans un cadre beaucoup plus officiel, plus formel, tout et tout, mais c'est quelque chose dans laquelle je baignais depuis 5 ans. Peut-être qu'il y en a qui ont peut-être vu juste le journaliste correspondant de RFI tout de suite projeté comme ministre des Affaires étrangères. Bon, peut-être c'est cela, mais mes proches, eux, ils le savent. En tout cas, les commentaires que j'ai eus de certains, je me souviens, il y a un chef d'État qui m'a dit... parce que dès le lendemain, j'ai eu les coups de fil de nombreux chefs d'État. Et après, je me suis retrouvé devant l'un d'entre eux qui m'a dit écoutez, je n'avais pas pensé tout de suite à vous, mais... Vous voyez que même des chefs d'État ont été surpris, n'en parlons pas du citoyen lambda. Oui, non, mais pas que... Mais justement, écoutez la suite. Il dit, je n'avais pas pensé à vous, peut-être parce qu'il ne s'attendait pas, puisqu'il s'est dit que je ne fais pas de la politique, donc il ne s'attend pas à me voir à cette place. Mais il ajoute que, mais pour lui, c'est la meilleure personne à mettre à cette place. Bon, c'est son commentaire, hein, je ne le dis pas, je suis... par modestie, je me garde de dire ce genre de choses, mais je vous rapporte ce qu'il m'a dit. Mais, et tous les coups de fil aussi que j'ai eu de nombreux amis, dont, comme je vous dis, de nombreux chefs d'État de la sous-région pour me féliciter, pour être content que je sois à cette place, pour dire que vraiment ils estimaient que c'était quelque chose de... qu'il fallait. Voilà, c'était quelque chose de mérité. Bon, mais vous savez, c'est le paradoxe, hein, c'est toujours comme ça. Comme on dit, nul n'est prophète chez soi. Et c'est ce que j'ai vécu, mais je comprends aussi, parce que ces dernières années, je n'étais pas dans le pays. Bon, les gens voyaient simplement mon rapport, soit avec RFI, soit avec Omega, et c'était tout juste ça.
Beaucoup ont trouvé que vous étiez un intrus finalement, parce qu'on ne vous a pas vu battre campagne avec le MPP, et puis finalement vous devenez chef de la diplomatie, un poste stratégique dans un gouvernement post-crise. Non, moi je pense, quand je regarde ce gouvernement, moi j'ai l'impression que, enfin, c'est même pas une impression, c'est le constat que je fais. Je pense que là, et c'est à l'honneur de ceux qui ont pris le pouvoir, les premiers responsables du MPP, c'était de mettre en avant des gens qui soient capables de porter leur vision, leurs rêves, et puis qui soient capables aussi de transformer quelque chose, c'est-à-dire ce pourquoi ils ont battu campagne, tout et tout. Donc, bon, dire qu'on est des intrus, ça, je ne sais pas, mais je pense que c'est quand même plutôt à l'honneur du président Roch Kaboré d'avoir fait appel à des gens qui n'étaient pas forcément des hommes politiques, mais des gens qu'ils pensent qu'ils ont une capacité de pouvoir apporter quelque chose au pays. Et bon, en cela, moi, je trouve que c'est quelque chose de bien. Voilà. Est-ce qu'entre-temps, on vous a demandé de prendre la carte du parti au pouvoir, le MPP aujourd'hui, quand vous êtes devenu chef de la diplomatie? Oh non, 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 pas du Donc tout. jusqu'à présent, vous n'avez pas la carte du parti. Non, pas du tout. Et ça ne vous gêne pas? Personne ne vous en parle dans les coulisses éventuellement? Oh, non, 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 pas du tout. Pas du tout. Alors, Alpha Barry, vous êtes l'un des ministres qualifiés de l'un des plus riches du gouvernement de Paul Kabatieba. On a vu la déclaration des biens. Beaucoup ont dit, mais un journaliste dont la fortune s'évalue à un peu plus d'1 milliard 500 millions, ça a créé toute une polémique. On ne vous savait pas aussi riche que ça. Vous savez, moi, le problème aussi, je ne comprends pas pourquoi les gens veulent ramener le journaliste à être comme le dernier de la société, enfin la société des intellectuels. Pour moi, le journaliste, au contraire, c'est peut-être le premier parce que c'est le seul, bien qu'étant souvent dans un rang social inférieur, se frotte à quelqu'un des rangs supérieurs. Parce que vous, Ismaël, vous avez eu à interviewer peut-être déjà le chef de l'État, vous avez eu à interviewer le chef d'État passé, vous êtes, aujourd'hui, moi je suis ministre, je suis devant vous, et qui d'autre peut avoir cette opportunité-là qu'un journaliste? Personne d'autre. Moi, comme je l'ai souvent raconté, quand le président nigérien, l'ancien président nigérien qui avait fait le coup d'État, Salou Djibo, il a fait le coup d'État quelques jours après, moi je suis allé le voir pour lui parler et je lui ai craché les vérités. Et en sortant, j'ai un ami qui était avec moi qui me dit « Ah, mais vous parlez comme ça à un chef d'État ». En tant que journaliste, naturellement? Oui, oui, j'étais journaliste. Il me dit, mais, il dit, grand frère, vous parlez comme ça à un chef d'État? Je dis, mais justement, je parle comme ça à un chef d'État parce que je suis journaliste. Je ne serai pas journaliste, je ne crois pas que je puisse parler à quelqu'un qui a pris les armes et qui a conquis tout un pays en l'espace de 24 heures. Donc, pour moi, le journaliste, c'est pas le dernier de la classe. Maintenant, pour revenir, la déclaration voilà, de biens. pour dire pourquoi est-ce que c'est un journaliste qui est le plus riche voilà, du gouvernement, au vu de ce qu'on a pu voir. Bon, moi, je ne sais pas si je suis le plus riche. Moi, je n'ai pas fait de calcul. Ça, je ne le sais pas du tout. Moi, on m'a présenté des fiches, de faire des déclarations de biens. Tout ce que j'avais, en tout cas, je l'ai noté. J'avais même oublié certaines parties. Ah, malgré tout ce que vous avez dit là? Après, non, ça fait partie, bien entendu. Oui. Donc, c'est pour vous dire, moi je ne sais pas si je suis le plus riche. Je n'ai pas fait ces calculs-là. J'ai vu les affichages qui ont été faits. Bon, je n'aurais pas souhaité être dans cette situation où on parle de mes biens. Voilà, puisque je suis sûr que vous ne me dites pas ce que vous possédez. Non, c'est très très loin de ce que vous avez. Ça, vous pouvez en être sûr. Non, mais je dis, mais vous ne me le dites pas. Je n'ai pas l'obligation pour le moment, comme vous, parce voilà, que vous êtes appelé oui, à... vous n'avez pas cette obligation. Moi, justement, parce que moi, j'ai cette obligation-là, je l'ai faite. Bon, maintenant, les gens jugent, les gens font leurs calculs. Moi, je ne sais pas. Mais seulement, là où je ne suis pas d'accord, c'est le fait de coller à journaliste. Et puis, moi, ça fait un bon moment. Moi, je ne suis pas journaliste. Je suis propriétaire de Omega, mais je ne suis pas journaliste à Omega. C'est différent. J'emploie des journalistes depuis que les gens ont vu Omega existe. Est-ce que les gens m'ont déjà entendu faire un reportage à Omega? Non.
les rares fois où j'interviens à Omega, c'est que je suis invité comme n'importe quel invité. Donc, c'est une activité comme tout autre dans mes affaires. Une question sur la radio Omega, rapidement, je m'en voudrais de ne pas vous poser cette question. On sait qu'il y a deux journalistes qui ont finalement été virés de votre maison, si on peut le dire ainsi, Bernard Bougouma et Albert Nagrongo. Ça a créé également beaucoup de polémiques. Qu'est-ce qui s'est passé? Depuis lors, on ne vous a jamais entendu vous expliquer sur le sujet. Qu'est-ce que nos confrères ont pu faire? Non, en fait, bon, c'est une situation regrettable, hein, mais c'était lié à l'arrivée de l'ex-otage australienne, où il y a eu un dysfonctionnement dans le traitement de l'information, en tout cas dans la célérité dans le traitement de l'information. Et pour une arrivée qui a été effective vers 8 heures, l'information n'a été traitée que vers 13 heures, vers 13 heures pour ce qui est des tweets, et sur les pages Facebook vers 10 heures. Bon, moi, j'avoue que ceux qui ont travaillé avec moi me connaissent. Vous en avez dans la maison ici qui ont eu à travailler avec moi, ils vous le diront. Moi, je suis quelqu'un de très exigeant sur ces choses-là en matière de travail. Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis arrivé là où je suis. J'aime travailler avec beaucoup de rigueur, en tout cas dans ce métier. Et bon, on a essayé de s'expliquer. Bon, et il y a eu des dérapages entre nous. Et on en est arrivé là. Mais dans tous les cas, on ne les a pas licenciés. On les a juste débarqués de leur poste. Des responsables. Et maintenant, après, c'est eux qui ont décidé de partir. Mais sinon, il n'y a jamais eu de décision de les renvoyer, de les licencier, pas du tout. On a l'impression qu'entre-temps, vous êtes devenu un opérateur économique, un homme d'affaires. Vous êtes passé du statut de journaliste à homme d'affaires finalement. Oui, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui interdit ça? Bien au contraire, on dit que le journaliste mène à tout. Donc, pourvu qu'on puisse en sortir. Oui, tant mieux. Si effectivement, en étant journaliste, on peut partir du... Enfin, ou si on peut partir de son statut de journaliste ou de sa position de journaliste à un moment donné pour passer à autre chose, c'est la vie qui est faite comme ça. Il ne faut pas se condamner seulement dans une seule carrière. Donc moi, j'ai fait ma vie de journaliste à un moment donné et je l'ai fait de la façon la plus honnête que je pouvais. Et après ça, je suis passé à autre chose. Donc, je n'ai pas fait d'amalgame au moment où j'étais journaliste. Et après, je suis passé à autre chose. Et bon, la vie maintenant, continue. Voilà, c'est ça. Moi, je pense que... Mais est-ce qu'Alpha Barry, vous êtes aujourd'hui soulagé après cette déclaration des biens? Parce qu'au-delà de tout, c'est quand même quelque chose d'assez difficile. On a des appréhensions, on est un peu dubitatif du retour que la population aurait pu avoir et tout ça. Est-ce que maintenant vous êtes soulagé après la polémique née de vos déclarations des biens? Oh, bon, franchement, bon, c'est quand même quelque chose qui est difficile, hein, que bon, vous êtes jeté comme ça dans l'opinion, on parle de vous, de vos biens, même pour votre famille, ce n'est pas bien. Et vous savez, là, moi, j'ai toujours tellement de demandes donc, désormais, tous les jours, on vous demande d'aider des gens. Oui, mais c'était déjà beaucoup. Mais là, quand vous allez dire à quelqu'un que vous n'avez pas l'argent, la personne ne va pas vous croire. Mais cela dit, moi, ce n'est pas ça. Là, quand vous dites soulager, ce n'est pas là le problème. Là, le seul... où je peux penser que je suis soulagé, c'est peut-être par rapport à Omega. Parce que j'ai entendu tellement de choses. Les gens disent que Omega appartient à un tel, Omega appartient à un tel autre. On a cité tous les hommes politiques de ce pays, que Omega leur appartient. Parce que, pourquoi? Les gens estimaient que Alpha Barry, bon, c'est un petit journaliste qu'on connaît ici, il ne peut pas monter une radio. Cette radio ne peut pas lui appartenir. Mais pourtant, c'est pas quelque chose de particulier. On est parti d'une idée et l'idée, le projet a grandi et est devenu comme quelque chose de national et s'est imposé. À partir de là,
Les gens ont estimé que ça ne pouvait pas m'appartenir, alors que c'est un business, pour parler ainsi, c'est une petite affaire. Comme Moi, tant dans d'autres voilà, qu'on aurait pu avoir éventuellement. exactement. Donc aujourd'hui, vous êtes très sollicité, hein. Beaucoup de gens vous demandent de les aider depuis qu'on a vu vos déclarations des biens. Oui, bon, mais ça n'a pas entendu ça. Vous savez, bon, on est en Afrique, même vous, je sais que vous êtes sollicité tous les jours. Et moi, en tout cas, je le suis. Depuis que je suis devenu ministre, je le suis davantage. Et puis, bon, c'est la vie quotidienne, on essaie de voir ce qu'on peut faire. Alors Alpha Bari, vous êtes le chef de la diplomatie burkinabé. On dit que les diplomates n'aiment pas les intrus dans leur corps. Est-ce que ça a été facile, votre intégration au sein du département, les premiers contacts quand vous êtes arrivé aux affaires étrangères? Bon, mais quand vous faites le calcul, vous verrez que si je vous pose la question, la dernière fois avant Kafando et puis avant la transition avant et Nebié, oui, Nebié qui était, oui. si je vous demande la dernière fois qu'un ministre des Affaires étrangères était diplomate au Burkina, est-ce que vous avez la réponse, vous? La question n'est pas là. Non, mais non. c'est important parce Oui, que... Oui, non, c'est pour vous dire oui, que c'est une habitude. Oui. Moi, j'ai entendu tellement de commentaires, on dit, bon, voilà, c'est pas un diplomate, Oui. voilà, c'est pas un diplomate. Mais on a quand même cité les diplomates qui ont été à la tête de ce ministère. Vous prenez un pays comme le Sénégal, depuis l'indépendance du Sénégal jusqu'à aujourd'hui, ils sont à leur deuxième ministre des Affaires étrangères diplomate. C'est-à-dire que en plus de 50 ans, du Sénégal, il y a eu seulement 2 ministres des Affaires étrangères qui soient diplomates. Prenez les pays comme la France, regardez tous les ministres des Affaires étrangères, est-ce qu'ils sont des diplomates de carrière? Prenez des gens comme Douste Blasi, des gens comme Kouchner, c'est même des médecins qui ont été ministres des Affaires étrangères. Donc, c'est vraiment, pour moi, c'est un faux débat. Oui. C'était un faux débat. Mais en tout cas, au ministère des Affaires étrangères, je n'ai pas eu de problème. La réalité est que ce qui nous est revenu, c'est que ce n'était pas évident au début. Vous avez eu votre première rencontre avec le personnel du ministère des Affaires étrangères. Est-ce que sur le champ, on vous a soulevé un certain nombre de préoccupations liées au fonctionnement même du département avant votre arrivée? Non, mais non, moi je suis étonné quand vous dites que ce n'était pas évident au début. Oui, moi, mais de ce que nous avons eu comme information déjà dans les coulisses, ce n'était pas évident. Heureusement que peut-être ça n'a pas été des choses qui ont été dites. Moi j'ai commencé par une assemblée générale avec l'ensemble du personnel au ministère des Affaires étrangères. Ce jour-là, bien au contraire, les gens semblaient contents. J'ai eu les échos, c'était du direct, c'était très favorable et ils m'ont même dit qu'ils ont confiance, ils sont contents, ils sont heureux. Moi, en tout cas, c'est pas ce que j'ai perçu, hein. Et ce que j'ai perçu, c'était du direct avec les travailleurs. Ça s'est très bien passé. Alors, l'état des lieux qui vous a été fait, c'est lequel? Est-ce une diplomatie en lambeaux, une diplomatie qu'il fallait reconstruire, une diplomatie totalement dépassée par les événements avec tout ce que le pays a connu ces dernières années? Non, ce qui est sûr, il y a un gros chantier. C'est-à-dire le chantier, il ne faut pas oublier qu'on a ajouté la coopération. Et les Burkinabés de l'extérieur aussi. Et c'est pas la coopération régionale comme c'était dans l'intitulé de l'ancien ministère. C'est la coopération d'une manière générale. Et c'est pourquoi vous voyez, depuis ma nomination, je parcours certains pays pour essayer de mobiliser, voilà, de mobiliser les partenaires, les amis et partenaires du pays pour plus de ressources, plus de financement à l'économie du Burkina et au chantier de développement du pays. Et il y a les Burkinabés de l'extérieur, ça a été une demande de ces Burkinabés et le président a accédé à cette demande. Il y a aussi au niveau des affaires étrangères même, c'est-à-dire au niveau de la diplomatie classique. Évidemment, il y avait de la matière puisque, bon, vous savez, même avec les voisins déjà, certains voisins, c'était pas très évident et au temps la transition. Voilà, la transition, mais même avant déjà la transition avec certains pays, bon,
c'est agi pour moi dans un premier temps d'essayer de normaliser un certain nombre de choses. Et c'est ce qui a été fait en appui avec, le président du Faso. Alors, est-ce que pour être un bon ministre des Affaires étrangères, il faut être un Magellan? Magellan, celui qui fait le tour du monde. Non, ça je ne le dis pas, mais le voyage pour un ministre des Affaires étrangères, c'est inévitable. Donc, ça coûte cher la diplomatie pour un pays. Ah oui, ça coûte cher et il faut se donner les moyens parce que la diplomatie, pas la diplomatie même pour la diplomatie, mais comme je vous dis, il y a le volet coopération. Dans tous les cas, pour un pays comme le Burkina Faso, c'est-à-dire un pays en développement, forcément, vous comptez sur les amis et partenaires de ce pays et donc, même si vous n'êtes que simple ministre des Affaires étrangères, pas avec la coopération, mais vous êtes forcément, quelque part, chargé de la coopération, puisque vous êtes chargé d'aller vers les partenaires et amis pour les mobiliser en faveur des actions de développement du pays. Alors, là, un point sur lequel vous êtes très attendu en tant que ministre des Affaires étrangères, Alpha Bari, c'est la nomination. Jusqu'à présent, ça ne bouge pas. Apparemment, vous êtes dans la logique du changement, dans la continuité. Les anciens ambassadeurs qui restent dans des postes stratégiques, je pense à Washington, New York, Addis Abeba, Dakar, Abidjan et autres. Non, dans tous les cas, bon, quand vous citez Washington, c'est des exemples parmi tant d'autres. Dans tous les cas, il n'y a pas d'ambassadeur là-bas. Donc, on est obligé d'en nommer. C'est-à-dire, il y a Washington, il y a Paris, il y a Abidjan qui sont... même Dakar, pourquoi pas, Addis Abeba. Bon, Dakar, Addis Abeba, il y a des ambassadeurs. Mais je vais dire, est-ce que dans la logique de ce que vous voulez apporter en termes de changement, de dynamisme même de notre diplomatie, il n'est pas important que vous ameniez des gens qui soient capables de vraiment booster cette coopération que vous voulez développer? Non, pour le moment, je ne pense pas qu'on n'a pas jugé nécessaire d'opérer des changements là où il y a des ambassadeurs en dehors de un ou deux, mais qui étaient déjà rappelés sous la transition. Mais pour le reste, là où il y a des postes vacants, effectivement, on est en train de travailler, on est en train de procéder aux nominations. Vous avez vu qu'on a nommé un ambassadeur pour le Qatar. Le Qatar qui est une nouvelle ambassade c'est stratégique. Vous voulez les pétrodollars sans doute éventuellement. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est un partenaire important pour le Burkina. Et donc c'est important pour nous d'avoir une ambassade là-bas. Et donc je disais que pour nous, l'urgence, c'est bien entendu, c'est Abidjan, c'est Paris, c'est Washington, c'est Bruxelles. Il y a un certain nombre d'ambassades comme ça. Après, vous en avez aussi qui sont vides, comme Copenhague, comme Genève, comme Vienne, et tout. Mais pour le reste, mais pourquoi ça traîne autant? Alors que ce sont des ambassades stratégiques quand même en termes de coopération, de financement également de nos projets et programmes de développement. Il faut quand même qu'il y ait une personne ressource sur place. Oui, bah, ça traîne peut-être parce que nous aussi on est beaucoup exigeants et on veut être sûr du choix qu'on fait, mais ça ne saurait tarder, d'ici quelques jours, quelques semaines, vous allez être informé des nominations. Vous êtes très attendu sur la question du rayonnement international du Burkina Faso. À ce niveau-là, qu'est-ce que vous comptez faire en tant que chef de la diplomatie, Monsieur Alpha Bari? C'est ce que déjà ce qu'on essaie de faire, c'est-à-dire aller vers nos amis et partenaires, les rassurer pour ceux qui avaient avec qui il y avait des frictions ou avec qui les relations n'étaient pas vraiment au beau fixe. Alors on essaie de rassurer les uns et les autres et on essaie aussi de mobiliser les autres à notre cause, la cause du Burkina, le Burkina nouveau, si on peut dire ainsi, c'est-à-dire le Burkina qui est de retour sur la scène internationale et qui sort de 2 à 3 années de crise, c'est-à-dire les 2 années d'agitation politique et ensuite l'année de transition. Donc un Burkina, j'allais dire normal, un Burkina normalisé,
qui arrive sur la scène et donc qui compte sur ses amis et partenaires et qui a des chantiers assez importants à l'intérieur du pays et qui a besoin des ressources, notamment l'aide publique au développement, pour pouvoir relancer son économie. Alors, il y a un ancien diplomate avec qui j'ai échangé dans la préparation de cette émission qui m'a dit tout simplement il faut organiser des rencontres internationales. Ça peut contribuer également au rayonnement international du pays, des sommets comme ceux de l'UEMOA, de la CEDEAO ou même de l'Union africaine, pourquoi pas au Burkina. Est-ce que vous y pensez? Non, mais dans tous les cas, on est membre statutaire de l'UEMOA, de la CEDEAO, donc on est de l'Union africaine voilà, également. de l'Union africaine, donc on devrait organiser aussi ces réunions. Sauf que bon, pour les premières années, on vient d'arriver. D'abord, on est dans un budget d'austérité. En ce moment, ce n'est pas facile pour le pays. Donc, on est plutôt concentré vers des actions comme une table ronde des bailleurs de fonds qu'on est en train de préparer pour pouvoir financer le programme national de développement économique et social qui est le PNDS. voilà, qui est pratiquement en fin d'élaboration. Donc, c'est ça d'abord la priorité, comment relancer l'activité économique du pays et après, le reste, ça va venir. Parlons maintenant, faisons une escale sur un cas, le règlement diplomatique de la crise née des échos téléphoniques. Je vais parler de la relation entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Vous êtes parti à Abidjan, vous avez été le premier haut responsable donc, à fouler le sol ivoirien après la formation du gouvernement de Paul Kabatieba. Alors, on sait que c'était une situation des plus difficiles. La première mission à Abidjan, comment elle s'est déroulée? Non, elle s'est très bien déroulée. J'ai été très bien reçu par le président Alassane Ouattara, que j'étais allé voir. Porteur d'un message du président Roch Kaboré. Déjà, on s'était vu à Addis Abeba fin janvier en marge du sommet de l'Union africaine. Donc les deux chefs d'État s'étaient vus, nous ministres également on s'était vus. Donc ça s'est très très bien déroulé parce qu'il y avait la volonté aussi de l'autre côté de chercher à normaliser la situation. Il n'y a pas que sur les écoutes téléphoniques et le mandat d'arrêt qui était le sujet qui fâche, mais de notre côté aussi, il y a le fait que Abidjan abrite non seulement les anciens dignitaires, mais ce n'est pas là le problème, mais surtout c'est les ex-RSP. Vous êtes venu avec des bagages même d'un ex-RSP à Ouagadougou. Oui, en temps, vous savez, le sergent-chef Moussa Nebié d'Irambo avait été arrêté au Burkina et j'avais effectivement ramené les bagages de ce dernier et que j'avais remis à la justice militaire. Alors, parlons du règlement diplomatique de la crise entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Pour beaucoup de gens, vous avez sacrifié la lutte du peuple sur les intérêts économiques. En entamant cette démarche, alors qu'on sait qu'il y a un mandat d'arrêt contre Guillaume Soro, un autre contre Blaise Compaoré, il y a des ex-RSP là-bas et tout ça. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse quoi? Mais est-ce qu'un Burkinabé qui est ici, il est plus qu'un Burkinabé qui est à Daloa et à Divo? On a 4 millions de Burkinabés en Côte d'Ivoire. Pour moi, un Burkinabé, partout où il est Burkinabé. Donc, je travaille pour tous les Burkinabés, quels qu'ils soient. Donc, je ne mettrai pas en danger un Burkinabé au motif que c'est pour arranger les intérêts des personnes. On a tous été dans cette lutte, mais je ne vois pas ce qu'il fallait faire de mieux que de chercher à normaliser les relations entre la Côte d'Ivoire et nous. Pour moi, il y a tout à gagner dans cette relation. Vous pensez que c'est une question d'interprétation de la part de la population, d'incompréhension des enjeux même de ces relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso aujourd'hui, quand vous voyez un peu les critiques qui sont formulées contre vous pour avoir entamé encore, je dirais, le règlement pacifique diplomatique de cette crise entre les deux pays? Non, mais écoutez, le règlement diplomatique ne veut pas dire sacrifier la procédure judiciaire. On n'a qu'à être clair dessus. C'est-à-dire, quand on dit le règlement diplomatique, ça veut dire c'est gérer les conséquences nées de cette affaire de mandat d'arrêt et autres. Donc,
ça ne veut pas dire que le règlement diplomatique va mettre de côté la procédure judiciaire. Mais le mandat d'arrêt contre Soro, quand on voit un peu aujourd'hui, on est appelé à se poser des questions. Comment Désormais, ce sont les autorités ivoiriennes qui sont en charge du dossier, le cas Guillaume Soro. On a parlé d'extranéité. Mais que dites-vous quand, quand Interpol dit qu'il ne peut pas appliquer ce mandat d'arrêt? Interpol lui-même prend une décision pour dire qu'il ne peut pas appliquer le mandat d'arrêt. Et c'est 2 jours avant que la justice burkinabé ne lève ce mandat. Donc, même si nous, on n'avait pas levé ce mandat, c'était inutile. Nous-mêmes, à la limite, je me dis que on devenait même ridicule. Parce que vous lancez un mandat d'arrêt et celui qui doit l'appliquer, lui, il vous dit qu'il ne peut pas l'appliquer, que le mandat est politique. Donc c'est le réalisme finalement qui finit par rattraper le Burkina. Non, ça c'est une affaire judiciaire. Oui. Moi je ne rentre pas dans ça. Je ne peux juger comme vous, comme chacun des citoyens burkinabés. Mais seulement, je suis en train, en jugeant, je peux constater que Interpol a dit que ce mandat d'arrêt ne pouvait pas être appliqué. Et c'est une décision qui a été prise à Lyon, ce n'est pas une décision qui a été prise à Ouagadougou. Et moi, je n'ai aucune influence sur Interpol. C'est un organisme international qui nous dépasse. Donc, moi, je pense qu'il faut savoir quand même raison garder. Nous sommes des responsables. On est obligé de tenir compte de la situation réelle des Burkinabés, quel qu'il soit. Donc, il ne faut pas se mettre dans des mesures hasardeuses qui vont mettre en danger certains de nos concitoyens. Et comme moi je le dis, le Burkinabé qui est à San Pedro ou qui est à Daloa, il a les mêmes droits et les mêmes devoirs que celui qui est à Ouagadougou et à Bobo et ainsi de suite. Mais bien sûr. Pourquoi est-ce que quand on voit comment les autres, quand on arrête, quand on prend un de leurs concitoyens quelque part, il se démène comment pour aller le faire sortir là-bas, et nous, on va se mettre à être dans des mesures qui mettent en danger nos compatriotes. Alors, donc, il faut être clair là-dessus. Alpha Barry, donc bientôt on aura ce conseil des ministres conjoint entre les deux pays. Vous y pensez déjà? Tout est fin prêt déjà pour qu'on puisse relancer véritablement l'axe Ouagadougou-Abidjan? Oui, je peux même vous affirmer, vous dire qu'il y a déjà des dates. C'est le 27, 28, 29 juillet à Yamoussoukro. Donc déjà, c'est un bon signe. Est-ce que le président Roch-Marc Christian Kaboré sera de la partie? Oui, bien sûr. C'est un sommet. Ça s'appelle un sommet. C'était le traité d'amitié et de coopération au sommet. C'est-à-dire, il y a les chefs d'État qui se réunissent, il y a le Premier ministre qui se réunissent, il y a le gouvernement qui se réunit, les deux gouvernements qui se réunissent. Donc, il y aura tout le monde. Donc vous pensez aujourd'hui qu'il est très très important que les Burkinabés essaient de savoir raison garder sur les relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, que l'on ne tombe pas dans la passion sur le débat qui a lieu aujourd'hui? Mais bien sûr, c'est-à-dire que même moi il y a d'abord les questions économiques. Mais pour moi, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est nos compatriotes qui sont là-bas. On a tendance peut-être ici à ne pas penser à cela, mais je pense que ce sont des gens qui ont vécu des traumatismes sous des régimes passés. Et aujourd'hui, ils sont à l'aise, ils ne souhaitent pas que leur pays les mette en danger. Et ce serait irresponsable que ce soit les responsables de leur propre pays qui les mettent en danger. Et tous les jours que Dieu faisait, tous les jours, nous avons les réactions de ces compatriotes-là qui nous appellent. Nous avons au niveau de l'ambassade les réactions de ces compatriotes-là et qui ne comprennent pas qu'on puisse les mettre dans cette position assez difficile. Ils aspirent à une tranquillité dans laquelle ils estiment être. Ils sont dans cette tranquillité depuis un certain temps. Donc, pour eux, plutôt que leur pays doit plutôt les rassurer, chercher à les sécuriser, chercher à les mettre à les défendre, plutôt que de les mettre en danger. Au plus fort de cette situation de crise, nous avons reçu ici les Nations Unies. Il y a une haute représentante des Nations Unies qui a pris son avion, qui est venue ici pour nous dire, bon, c'était une démarche fraternelle, mais qui ne comprenait pas que nous étions dans des positions qui avaient du mal, qui pensaient que c'était nous, gouvernement,
qui avons donné les instructions à la justice demandé à la démettre justice les mandats. on a dit non, on a expliqué à cette dernière que la justice est vraiment indépendante au Burkina. On est sorti d'une situation qui a fait qu'aujourd'hui la justice est indépendante. On en est fiers, mais mais ce n'est pas nous qui avons lancé ce mandat et ce n'est pas nous qui avons donné des instructions. Mais pourquoi ces Nations Unies venaient nous prévenir? Parce que étant au plus près avec les populations, elles sont venues. Est-ce une alerte? C'était une alerte, c'était une vraie alerte. Nous prévenir des risques graves de conflits qui se préparaient à l'intérieur du pays contre nos populations. Et bon, donc vous comprenez bien pourquoi il fallait un règlement diplomatique de cette situation de conflit née autour de cette affaire. Mais donc, ce n'est pas qu'on dit, bon, la justice, mais on essaie de faire comprendre à nos partenaires ivoiriens que nous vivons dans un contexte particulier. Le contexte particulier, c'est l'indépendance de la justice dans laquelle on est. Le contexte particulier, c'est l'opinion que nous avons aujourd'hui dans ce pays. Le contexte particulier, c'est le fait que c'est le Burkina post-insurrection qui est un Burkina complètement différent. Et en ce moment, quand vous expliquez, votre partenaire peut vous comprendre. Mais si vous n'expliquez pas, la diplomatie, c'est ça, c'est expliquer pour se faire comprendre. C'est pourquoi on a parlé des règlements diplomatiques. Mais ça ne veut pas dire que le règlement diplomatique, il faut aller dire que non, bon, la justice n'a plus sa place, non, c'est la diplomatie qui doit régler les problèmes, non. Voilà qui est clair. Alpha Barry, on sait également que les Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire ne vivent pas totalement dans la tranquillité. Je prends un exemple banal, ils ont beaucoup cotisé. La question de la maison du Burkina Faso à Abidjan, qui est une question difficile. Vous en avez même parlé lors d'un conseil des ministres à Ouagadougou. À votre niveau, est-ce que vous pouvez revenir sur les principales décisions que vous avez eu à prendre en tant que chef de la diplomatie pour régler définitivement cette question? Ils sont nombreux, les Burkinabés d'Abidjan, qui suivent actuellement à Burkina Info. Oui, non, il y a deux gros problèmes que nous avons en Côte d'Ivoire aujourd'hui. C'est la maison du Burkina, mais c'est aussi la carte consulaire. Sur la question de la maison du Burkina, c'est vrai, nos parents en Côte d'Ivoire ont cotisé pendant de longues années. Bon, mais je dois dire que il y a eu des choses pas très claires. Je ne peux pas vous dire où se trouve vraiment cet argent. Il y aura peut-être des poursuites avec le temps si des personnes sont soupçonnées de détournement de fonds. Ah oui, parce que je peux vous garantir que sur ça, il n'y aura pas d'impunité. D'ailleurs, moi, je rentre de New York. À New York, il y a eu une maison du Burkina qui a été vendue et les gens ne sont pas contents de l'utilisation des fonds. Les gens se posent beaucoup de questions. Quand je suis rentré, j'ai demandé à la ministre des Finances de diligenter une enquête sur la vente et l'utilisation de cette maison, de cette résidence du Burkina. Et comment l'argent a été utilisé, ce qu'il en reste, tout et tout, parce que à New York, ce sont des questions qui reviennent très souvent au sein de la communauté et la communauté veut savoir ce qui est normal, c'est son droit, c'est leur droit. Et c'est la même chose pour la Côte d'Ivoire. Alors, pour revenir à la question même de la maison du Burkina, donc il y a eu ces cotisations qui n'ont rien donné, mais aujourd'hui, la maison du Burkina coûte 25 milliards. C'est financé par le budget national du Burkina. Il faut que les gens en Côte d'Ivoire le comprennent bien. Maintenant, sur la carte consulaire qui est établie pour les Burkinabés depuis environ 2-3 ans, sur cette carte consulaire, il y a une quote-part qui va dans le financement de la maison du Burkina. Mais c'est vraiment une infime partie. C'est pas grand chose. Je peux vous dire, à l'heure où je vous parle, c'est entre 700 et 800 millions de francs CFA qui sont logés dans un compte. Mais c'est de l'argent qui appartient au Burkina. Ce n'est pas de l'argent qui appartient à la Côte d'Ivoire, c'est de l'argent qui va revenir dans le budget du Burkina, c'est-à-dire dans le trésor, au trésor public burkinabé. Donc, vous avez bien compris le financement de la maison du Burkina. Il y a eu les cotisations qui ont disparu, mais... Et vous promettez de faire la lumière sur ces cotisations? Oui, bien entendu.
bien entendu. Mais la maison du Burkina est financée par le budget du Burkina avec seulement un petit appui sur les 4 consulaires qui viennent en appui, mais qui ne représentent pour le moment peut-être pas, vous voyez que ça ne vaut même pas 1 milliard sur les 25 milliards. Vous avez parlé de 800 millions, ce n'est pas beaucoup par rapport à 25 milliards. Alors Alpha Barry, peut-être un mot avant de continuer rapidement sur d'autres questions importantes au-delà de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous rassurez la communauté qui nous suit actuellement, que vous allez tout faire à votre niveau en tant que chef de la diplomatie pour que tous les Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire puissent effectivement avoir les cartes consulaires, que la maison du Burkina se termine à bonne date également? Oui, la maison du Burkina, en tout cas, on est en train de tout faire pour qu'elle se termine à bonne date. Elle est déjà très, très avancée. J'ai reçu même aujourd'hui dans mon bureau l'entrepreneur, une équipe de l'entreprise qui construit cette maison. Et hier, en Conseil des ministres, nous avons pris une décision de passer des marchés, d'autoriser des marchés pour les sociétés de contrôle, parce que ça n'avait pas été fait depuis et ça constituait aussi des blocages. Et j'ai rassuré l'entreprise que non seulement on va beaucoup avancer rapidement parce que les choses sont rentrées dans l'ordre, les discussions que nous avons avec le ministère des Finances. Donc la maison, on espère, va pouvoir s'achever d'ici la fin de l'année ou tout au plus début de l'année 2017. Et déjà, ça fait 9 étages, c'est déjà imposant dans le quartier du plateau. Ce sera donc la fierté du Burkina Faso en Côte d'Ivoire sans doute. Alpha Barry, alors parlons d'autre chose. Vous l'avez clairement dit, vous venez de rentrer donc de New York. Devant l'Assemblée générale de l'ONU, le Conseil de sécurité, vous avez fait un discours qui n'a pas laissé les Burkinabés du tout indifférents. Vous avez parlé de la ration alimentaire pour nos soldats. On sait que le Burkina contribue à la résolution de plusieurs crises, notamment au Mali, en Guinée-Bissau et au Darfour. Faisons une escale sur le cas du Darfour. Vous avez dit qu'il n'y avait même plus de ration alimentaire pour nos soldats. C'est suffisamment grave tout de même pour des soldats qui quittent leur pays pour aller œuvrer pour la paix dans d'autres nations. Oui, en fait, c'était un discours aussi qu'il faut prendre dans son contexte. C'était dans le contexte des Nations Unies. C'était pour attirer l'attention des Nations Unies sur la situation de nos soldats. En fait, c'est pas que c'est pas prévu qu'on leur donne le ravitaillement ou à manger ou la nourriture, mais seulement on fait face à des blocages pour la sortie de ces vivres-là au niveau des ports soudanais. En fait, moi, comme d'autres ministres des Affaires étrangères qui étaient là-bas, ont dénoncé cet état de fait-là, ces blocages, et c'était une façon de mettre la pression sur les Nations Unies pour leur demander de taper du poing sur la table pour qu'au niveau du port de Khartoum, les vivres à destination des soldats qui sont au niveau du Darfour, pour que ces vivres-là puissent parvenir à ces soldats-là. Parce qu'il y a eu des blocages comme ça à des moments où l'État burkinabé était obligé d'envoyer de l'argent aux soldats directement pour que ces soldats puissent s'acheter à manger sur place là où ils sont. Alors ça c'est suffisamment grave tout de même parce que ce n'est pas la première fois qu'on apprend, même en Guinée-Bissau, il y a des gendarmes également qui en ont parlé même si c'est resté dans le silence. Souvent on est confronté à cette réalité. Oui, en Guinée-Bissau, le problème que nous avons, c'est vraiment là-bas on a de gros problèmes de financement et on a voulu se retirer. Normalement c'est la CEDEAO qui doit payer. Et actuellement, nous sommes à plus de 5 millions de dollars d'arriérés. Et la CEDEAO, ça fait beaucoup. Oui, ça fait beaucoup. C'est pourquoi nous avons tapé du poing sur la table. Le Sénégal, le Nigeria et le Burkina, c'est les 3 pays qui ont des troupes là-bas. Nous avons dit 30 juin, tout le monde à la maison. Retour à la maison. Et on a pris la décision. La décision avait été déjà prise par les chefs d'État. Elle a été entérinée par le Conseil des ministres du mois de mai. Et entre-temps, il y a eu une réaction où l'Union européenne a décidé de soutenir la CEDEAO dans ses efforts de pouvoir prendre en charge ces troupes-là. Et bon, il a été demandé à chacun des pays de pouvoir rester sur place avec donc cette promesse que les paiements vont être faits. Bon, avec aussi, vous comprenez bien la situation qui prévaut aujourd'hui en Guinée-Bissau. Vous savez, la situation est très difficile et c'est difficile pour un pays. Vous êtes sur place et puis vous voyez que la situation est catastrophique. Même si pour des raisons de moyens, vous retirez vos troupes. C'est un exercice difficile. Mais comme Dieu merci, il y a eu
cette proposition-là de la CEDEAO et de l'Union européenne. Donc nous avons décidé de rester. Alors il reste pratiquement quelques minutes, ça va vite avec vous M. Alpha Barry. Deux questions majeures. Alors ce qui nous est revenu de Soudigne de bonne foi, vous êtes allé trouver beaucoup d'ardoises au ministère des Affaires étrangères en ce qui concerne les médiations, vous le confirmez? Oui, beaucoup, beaucoup. Ça fait combien de millions aujourd'hui de dettes que le Burkina doit payer en ce qui concerne ces multiples médiations qui ont été menées sous l'égide du président Compaoré par le passé? Bon, en tout cas, pour les hôtels et billets d'avion et autres, je pense qu'on est à des locations d'avion, on est à au moins à 1,5 milliard. Et c'est le Burkina qui doit payer ça? Oui, parce que la CEDEAO doit rembourser une partie. La CEDEAO ne reconnaît que 300 millions dans tout cet argent et le reste, c'est le Burkina qui va payer. Et vous avez l'obligation de le faire? Eh ben, si je dois à un hôtelier burkinabé, si on doit à un hôtelier burkinabé, vous voulez qu'on ne paye pas? Donc, vous voulez dire que les médiations du président Compaoré finalement n'ont rien apporté à la population, c'est plutôt, ce sont les caisses de l'État qui vont en souffrir finalement? Non, moi, en tant que ministre des Affaires étrangères, je constate que il y a énormément d'argent à payer aux hôtels, aux agences de voyage, aux compagnies de loueurs d'avions, et puis et même il y a des baux à payer ici, c'est-à-dire on loue des maisons pour des personnes dans le cadre de ces médiations. C'est l'argent des contribuables. Eh ben, en tout cas, c'est le Burkina qui paye, ouais. Ce qui est fortement regrettable. Barry, une toute dernière question en quelques mots. L'émission est pratiquement terminée. Vous avez le peuple burkinabé qui vous regarde, vous avez les Burkinabés de l'étranger qui vous regardent. Est-ce que vous les rassurez aujourd'hui qu'ils vont pouvoir voter en 2020? En 2020, la décision est prise, ils vont voter et à l'heure où je vous parle, nous sommes déjà avancés. On a un chronogramme qui commence déjà en septembre et qui va se terminer en 2019 où ils auront leur carte d'électeur. Alpha Barry, merci à vous. Merci d'avoir accepté l'invitation de Burkina Info. L'émission Le Grand Déballage qui s'achève. Très bonne suite de programme à tous et à toutes. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité.